Suite à ce cours hybride en demi-groupe dû à la pandémie de Covid-19, je refais donc la partie en cours dialoguée sur laquelle on s'est arrêté pour que tous les groupes en soient au même point. Nous sommes donc sur le troisième chapitre d'histoire de première, sur la difficile entrée dans l'âge démocratique, et nous sommes au grand 2 sur le suffrage universel au détriment des républicains. On avait vu du coup qu'était mis en place le suffrage universel masculin, et du coup que va être organisée la première élection en 1848, qui va du coup élire l'Assemblée censée succéder au gouvernement provisoire. Et pour ça on a un témoignage important qui est celui de Tocqueville. Nous devions aller voter ensemble au bourg de Saint-Pierre, éloigné d'une vingtaine de lieues de notre village. Le matin de l'élection, tous les électeurs, c'est-à-dire toute la population mâle au-dessus de 20 ans, se réunirent devant l'église. Tous ces hommes se mirent à la file deux par deux suivant l'ordre alphabétique. Je voulus marcher au rang que m'a signé mon nom, car je savais que dans les pays et dans les temps démocratiques, il faut se faire mettre à la tête du peuple. Je rappelai à ces braves gens la gravité et l'importance de l'acte qu'ils allaient faire. Je leur recommandai de ne point se laisser accoster ni détourner par les gens qui, à notre arrivée au bourg, pourraient chercher à les tromper. Ils crièrent qu'ainsi ils feraient, et ainsi ils firent. Tous les votes furent donnés en même temps, et j'ai lieu de penser qu'ils furent presque tous au même candidat. Ce ne fut qu'à Paris que j'appris que j'avais eu plus de 110 000 voix sur 120 000 votants à peu près. Donc qu'est-ce que nous apprend ce texte? Il nous apprend, comme on l'a vu, que cette élection, elle est menée dans chaque petit village par les notables locaux, le curé, le professeur, le juge de paix local, le grand propriétaire terrien qui est souvent aussi le maire, et donc notamment le grand propriétaire terrien et le curé qui ont une forte influence sur des paysans, parfois dépendants économiquement d'eux, puisqu'il emploie beaucoup de paysans comme ouvriers agricoles, leur expliquent l'enjeu du suffrage et leur disent pour qui voter, à une France qui, à cette époque, est très majoritairement rurale et encore moyennement éduquée, avec un niveau d'éducation très faible. Les gens découvrent donc l'enjeu et ils font ce que leur disent la personne influente qui leur donne du travail et leur prêche la bonne parole depuis des années. Et donc on a une victoire du camp conservateur élu par les campagnes majoritaires à cette époque. Qui est ce camp conservateur? C'est simple, ce sont les anciens monarchistes et collaborateurs de la Révolution de Juillet qui s'accommodent très bien de cette nouvelle république qu'ils découvrent, mais qui leur donne le pouvoir. Et donc les révolutionnaires de longue date, les libéraux, mais aussi la nouvelle gauche très sociale, qui se sensibilisent à la misère ouvrière qui se développe en ville, ces révolutionnaires qui font la révolution avec les ouvriers qui ont pris les armes, ils sont en minorité dans le pays démographiquement à cette époque. Et ils se retrouvent du coup battus, expulsés du pouvoir de cette république qu'ils ont instaurée à l'issue de la révolution de février 1848. Et ça d'autant plus facilement que les ateliers nationaux coûtaient très cher pour redonner du travail à tous les ouvriers au chômage, et que du coup l'impôt était reporté en partie sur les campagnes, avec l'impôt dit des 45 centimes, c'est-à-dire de 45% supplémentaires. Et du coup, ces conservateurs, ces républicains du lendemain, une de leurs premières mesures est de fermer les ateliers nationaux, ou en tout cas de reporter leurs travaux en province, là où ils estiment qu'ils sont plus utiles, et donc loin des ouvriers qui ont besoin de travail. Ces ouvriers qui ont fait la révolution s'insurgent à nouveau pour la mise en place d'une véritable république qui se veut démocratique mais aussi sociale, et c'est la révolution de 1848, mais cette fois de juin 1848. Et contrairement à la révolution de février, ce n'est plus une révolution libérale. Les libéraux, ils ont atteint leur but, ils ont mis en place une république, ils ont mis en place des libertés, une constitution, et donc ils se désolidarisent du mouvement révolutionnaire, ils se désolidarisent de la gauche révolutionnaire qui émerge à ce moment-là et qui prend le relais chez les courants révolutionnaires, de cette gauche sociale, sensible aux questions sociales et à la misère ouvrière, notamment dans les villes, parce que c'est là que se concentrent le plus les ouvriers. Et on a donc la République conservatrice, rejointe par les libéraux, qui écrase la République sociale des révolutionnaires de la première heure, puisque cette révolution fait long feu, elle est rapidement écrasée et réprimée par l'armée, avec le soutien de la majorité du pays, rural à cette époque, qui voit d'un mauvais œil cette nouvelle révolution urbaine. Donc ces anciens monarchistes suppriment les ateliers nationaux, nouvelle révolution, qui n'est donc plus une révolution libérale, mais une révolution sociale. Les révolutionnaires sont à présent le camp qui défend non plus uniquement la République, mais une République démocratique et sociale. Mais cette République échoue, et ce sont donc
les libéraux, les conservateurs, pardon, rejoints par les libéraux, qui prennent le pouvoir dans cette nouvelle république, la Deuxième République. Est organisée par la suite l'élection du président au suffrage universel, qui n'a pas beaucoup de pouvoir à l'époque, hein. C'est un président surtout symbolique. Bon, les conservateurs, ils présentent le général qui a mené la répression contre la révolution de juin 48, qui avait su tirer les leçons de l'échec de la révolution, enfin, plutôt de l'échec de la répression de la révolution de février, qui avait magistralement, avec brio, écrasé la révolution de juin 1848. Mais c'est pas lui qui gagne. C'est un candidat surprise, un candidat inattendu. Le neveu de Napoléon Ier, Louis-Napoléon Bonaparte, qui se fait élire grâce au prestige de sa parenté. Il a profité de la chute de la monarchie pour revenir d'exil, et grâce à sa parenté prestigieuse, il obtient une certaine popularité qui lui permet d'être élu comme premier président de la République et de gouverner avec les conservateurs, qu'on appelle aussi les républicains du lendemain, puisque comme je l'ai dit, ils s'accommodent de cette nouvelle République qui leur donne le pouvoir. Alors que les vrais républicains, ceux qui s'étaient battus pour, se retrouvent du côté des insurrections sociales et sont donc écrasés. Dans certains coins de campagne reculés, d'ailleurs, on pensait même voter pour Napoléon lui-même revenu d'exil, mais ça restait quand même minoritaire. Alors, ces conservateurs au pouvoir commencent à perdre une certaine sérénité dans cette démocratie au suffrage universel, puisqu'ils voient, lors du renouvellement de certains sièges à l'Assemblée, de la victoire de candidats de la gauche rouge, d'inspiration montagnard, les nouveaux montagnards, proches justement des républicains révolutionnaires qui veulent instaurer une république sociale. Donc, ils voient la victoire de certains de ces républicains de gauche dans certaines régions de France, notamment rurales. Alors, c'est seulement certaines régions de France, comme le Midi, mais à l'époque, ils ne le savent pas, et du coup, ils paniquent. Ils ont peur de voir venir progressivement au pouvoir de nouveau ces révolutionnaires qu'ils considèrent comme irresponsables, qu'ils considèrent comme ne sachant pas gérer le pays, et reviennent sur le suffrage universel. Alors non pas en rétablissant le suffrage censitaire, mais en imposant aux Français de résider depuis 3 ans dans leur circonscription pour pouvoir élire leurs députés. Or, à l'époque, les ouvriers sont majoritairement nomades. Que ce soit les ouvriers agricoles ou même en ville, ils se déplacent pour trouver des emplois et des missions. Donc ça exclut toute la partie de la population qui est le socle électoral des républicains révolutionnaires, social de cette nouvelle gauche révolutionnaire et surtout démocratique et sociale qui émerge. Et avec ça, ils mettent en place d'autres mesures, en revenant notamment sur la liberté de la presse. Là encore, pas directement, puisqu'il y a les libéraux dans leur camp. Il ne s'agit pas de revenir sur un suffrage censitaire et une censure de la presse, mais simplement en taxant très fortement le timbre postal des journaux, c'est-à-dire en taxant les abonnements, et les journaux ont besoin des abonnements pour vivre et se financer. Or, les journaux populaires, notamment dans les milieux ouvriers, ceux qui votent pour la gauche républicaine et révolutionnaire, c'est des journaux pas chers, parce que ça vise surtout un public populaire. Et donc, le prix du timbre est beaucoup plus cher que le prix de l'abonnement. Les journaux républicains populaires sont obligés de fermer. Comme disaient certains journaux de l'époque, silence aux pauvres. Et là-dessus, Napoléon Bonaparte, qui n'a pas le droit de se représenter pour un deuxième mandat, va jouer là-dessus. Il va jouer là-dessus, se faire le défenseur du suffrage universel et organiser un coup d'État le 2 décembre 1851. Le 2 décembre, c'est pas une date anodine, c'est la date du sacre de Napoléon Ier. Il organise un coup d'État, arrête les parlementaires, et si certains tentent de résister et de lancer une nouvelle insurrection, notamment les parlementaires de cette gauche révolutionnaire démocratique et sociale, dont certains noms dont on a déjà entendu parler, comme Victor Schœlcher, ou alors un certain Victor Hugo, qui prend le camp de la gauche à cette époque-là, après une jeunesse monarchiste. Cette révolution ne prend pas, en tout cas ne prend pas en ville, elle prend dans certaines campagnes mais est écrasée, et le coup d'État de Napoléon Ier réussit. Il fait même une alliance avec les conservateurs pour rester au pouvoir. On a d'autres acteurs qui interviennent, donc Schœlcher comme Victor Hugo doivent partir en exil. George Sand, dont on a déjà parlé, essaye d'obtenir leur grâce de la part de Louis-Napoléon Bonaparte, mais rien n'y fait. Louis-Napoléon Bonaparte s'impose à la suite de ce coup d'État, le 2 décembre 1851, et
fait passer la Seconde République au Second Empire le 2 décembre 1852, un an plus tard. Tout ceci, il le fait, donc Schœlcher et Victor Hugo partent en exil, et tout ceci, il le fait légitimer par des plébiscites, c'est-à-dire des suffrages, où il demande aux Français d'approuver son coup d'État en 1851, puis le passage au Second Empire. Au nom, je vous le rappelle, de la défense du suffrage universel. Donc il va quand même rester contrôlé, mais contrôlé avec des candidats officiels qui sont soutenus par l'État, et plus de mesures légales de contrôle du suffrage universel, si ce n'est qu'il y a un candidat qui est le seul à avoir le droit de faire des meetings, qui est le seul à avoir le droit de mettre des affiches, de faire campagne, etc. Ce qui va permettre à Napoléon de rester au pouvoir, malgré le maintien d'un parlement dans ce Second Empire. Et justement, ce suffrage universel, très encadré par le gouvernement, ainsi que cette presse qui, elle aussi, est surveillée par la police, dont une caricature célèbre montre le maire justement dire à ses électeurs qu'ils doivent approuver les plébiscites, c'est quelque chose qu'on va étudier dans la troisième partie de ce chapitre, le Second Empire, un régime autoritaire.